Bienvenue dans Design Plus. Pour ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Sébastien Tanguy de Testapic. Avec Sébastien, nous avons parlé de l'aventure Testapic depuis sa création en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi évoqué les bénéfices et l'évolution des tests utilisateurs. Et enfin, il a partagé son retour sur l'augmentation de la demande des tests à distance à cause de la crise sanitaire que nous vivons depuis début 2020. J'espère que cet épisode vous plaira. Maintenant, je vous invite à écouter Sébastien Tanguy. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir dans cet épisode Sébastien Tanguy. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Laurent, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci Sébastien, bonjour. Et donc aujourd'hui nous allons parler de tests utilisateurs donc, avec Sébastien Tanguy. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter Sébastien auprès de nos auditeurs s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Sébastien Tanguy, comme tu viens de le dire, je suis directeur des opérations à Testapic. Je suis un des fondateurs aussi de cette société qui existe maintenant depuis 10 ans et qui occupe ma vie professionnelle. Sur un plan plus personnel, je suis marié, 2 enfants de Paul et Clémence de 7 et 10 ans, qui me prennent aussi beaucoup de temps sur la partie perso de ce côté-là. Et je suis arrivé aujourd'hui à ce rôle à Testapic après un parcours un peu atypique. J'ai pas forcément un background dans l'UX au départ, en tout cas pas un background académique dans ce milieu-là. J'étais ingénieur de formation, puis après j'ai fait un 3e cycle en management pour pas forcément rester dans des domaines trop techniques d'ingénierie toute ma vie. Et puis je suis parti à l'étranger, j'ai eu plusieurs expériences, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre, et l'idée c'était de revenir en France pour consolider ma vie personnelle. Il se trouve que les aléas faisant, je suis rentré dans le digital depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis, j'ai fondé Testapic il y a 10 ans avec donc 2 de mes associés, Nicolas et Rodolphe. D'accord. Aujourd'hui, Testapic, c'est combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 43, si je dis pas de bêtises. On a un nouveau collaborateur qui va arriver la semaine prochaine, tu vois, le 21. Donc en ce moment, on est sur une croissance assez forte. Depuis le début de l'année, c'est un peu plus de 10 recrutements. Donc on est passé de 30 à 40. Alors on peut pas appeler ça de l'hyper-croissance, mais pour nous, c'est déjà un grand changement. On accélère très vite là depuis 2020, donc on est ravis. 10 recrutements depuis le début de 2021 ? Ouais. Ouais. Effectivement, c'est énorme, oui. Ouais, sur différents métiers en plus, c'est ça qui est intéressant et qui prouve que vraiment il y a une grosse traction en ce moment. C'est des métiers aussi bien de Customer Success Manager, donc vraiment de support de nos clients, des métiers dans l'UX, dans des métiers plus commerciaux, mais aussi beaucoup de métiers techniques sur lesquels on recrute. Donc d'ailleurs on a encore quelques postes ouverts, donc n'hésitez pas à les regarder, notamment sur Welcome to the Jungle, on a encore quelques offres disponibles. Très bien. J'en profite. Tu as raison, faut le faire, c'est intéressant. Et puis, de toute façon, si vous pouvez accueillir de nouvelles personnes grâce au podcast, eh bien, allez-y, allez voir. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les tests utilisateurs et notamment l'évolution qu'il y a eu depuis ces dernières années et notamment avec la crise de la Covid. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de comment est née cette idée de Testapic, s'il te plaît, et de ces premières années ? Oui, avec plaisir. Alors, Testapic, c'est né en 2011 exactement. On a eu l'idée à plusieurs, en fait. Alors, mes associés et moi, on travaillait dans des sociétés différentes à l'époque et on avait tous des besoins de
réaliser soit des tests utilisateurs, soit faire de la recherche utilisateur sur les projets qu'on avait à gérer. On était à une époque où la plupart des drivers des sites digitaux étaient basés sur le trafic entrant, donc c'était vraiment la course à l'audience. Et puis les coûts d'acquisition augmentant, en fait, il y a eu comme une rationalisation des flux, surtout en fait maintenant des tunnels de conversion, et donc de plus en plus de besoin de vraiment comprendre quelle était l'expérience utilisateur sur le site. Et dans cette dynamique d'optimisation, en fait, les tests utilisateurs étaient un des leviers assez importants qui pouvaient se proposer à nous. Et il n'y avait rien sur le marché français qui nous convenait à 100%, on va dire. À l'époque, le présentiel était la méthode vraiment la plus reconnue et privilégiée. Puis c'était aussi ça qui était la plus académiquement enseignée. Alors, quand on fait des tests utilisateurs en présentiel, on adore en faire et on recommande énormément d'en faire. Mais finalement, quand on est sur des sites où on doit aller assez vite, c'est pas forcément les méthodes les plus simples. Et quand on doit adjoindre des méthodes quantitatives, finalement, sur ces méthodes-là, c'est pas toujours le plus aisé. Et puis, nous avons l'idée de regarder ce qui se faisait un peu sur le marché étranger. Et puis, il y a déjà des acteurs qui existaient sur le marché américain. Et on a décidé, nous, de créer cette aventure pour pouvoir justement proposer des solutions de méthodologie test utilisateur à distance en France. D'accord, très bien. Et alors, ça représentait quoi à peu près les premières années? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Alors les premières années, au début, la société avait on va dire un modèle économique, un business model qui était basé sur une offre assez servicielle, où finalement les l'UX était quand même assez peu connu. Il faut se remettre dans le contexte. On est avant 2015, on est entre 2011 et 2015, et donc quand on parlait d'UX, je pense que les gens regardaient quand même avec des grands yeux, sans forcément comprendre de quoi on parlait. Extraterrestre. Ouais, exactement, un peu extraterrestre. Donc on parlait plutôt de méthodes qualitatives, quantitatives, plutôt que d'expérience utilisateur directement. Et en fait, on est arrivé sur un marché qui était assez peu mature encore à l'époque, et donc il y avait besoin d'accompagnement. Pour la petite histoire, quand on a créé Testapic au tout départ, on avait une offre en mode SaaS où vraiment on pouvait déposer un test avec un protocole directement en ligne sur notre site et lancer le test directement en payant en ligne. Et on s'est rendu compte qu'on a dû vite débrancher cette fonctionnalité parce que les informations qui étaient renseignées par les personnes qui souhaitaient déployer des tests à l'époque n'étaient pas qualitatives, faute je pense, de connaissances sur les méthodes et la manière d'interroger les utilisateurs. D'accord. Et donc, c'est de là qu'est venu notre principe d'accompagner nos clients avec un peu plus de service. C'est ce qu'on a fait durant les premières années. C'est ce qui nous a permis de créer le développement de la société, bien sûr en parallèle de la communauté d'utilisateurs, mais c'est ce qui a permis de nous faire un peu un nom aujourd'hui dans le domaine de l'UX et du test utilisateur en France. D'accord. Ça, c'était vraiment les premières années. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de tests à distance et de tests présentiels. Donc, ça veut dire que vous avez plusieurs laboratoires, j'imagine, et vous avez un nombre de panélistes. C'est combien aujourd'hui chez Testapic? Alors, le nombre d'utilisateurs aujourd'hui qui se rend disponible pour effectuer des tests pour nos clients, c'est un peu plus de 300 000 personnes aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est la plus grande communauté française aujourd'hui qui permet de réaliser des tests d'UX. Et l'idée, quand on a créé la société aussi, c'était de créer les outils en parallèle de la croissance de cette communauté. C'est un petit peu l'œuf et la poule. Il fallait vraiment qu'on ait les deux disponibles pour pouvoir proposer un service de valeur. C'est ce qu'on a fait vraiment durant les premières années. Et peut-être pour apporter un éclairage par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la particularité qu'on a toujours voulu, nous, chez Testapic, c'est vraiment de se centrer sur une première méthode et d'aller assez loin dans ce qu'on fait. Donc, on ne fait que des tests à distance. Tu vois, même si nos bureaux sont super agréables, on est à Paris, près de République, on a des bureaux très sympas. Mais pour autant, les gens ne viennent jamais, enfin, les utilisateurs ne viennent jamais chez nous, hormis quelques apéros qu'on a pu faire pour les rencontrer, et justement pour pouvoir un peu mieux en connaître certains et en profiter pour faire un peu de recherche. Sinon, on ne fait pas de tests en présentiel, tous nos tests se font à distance. D'accord. De façon non modérée, dans un premier temps. Ça, c'est vraiment le cœur du business de Testapic depuis le départ. Et puis, depuis 2020, maintenant en modéré aussi. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure parce que ça fait partie des changements qu'il y a eu depuis l'année dernière et des contraintes sanitaires qui nous ont tous impactés.
D'accord. C'est quoi tu peux nous expliquer la différence entre modéré et non modéré, s'il te plaît? Alors, la grande différence entre les deux, c'est la présence ou l'absence d'un modérateur, donc d'un agent qui va permettre de relancer l'utilisateur durant son test. Lorsqu'on est dans un test modéré, on pourrait se retrouver finalement dans la situation qui est celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une interaction en direct entre deux utilisateurs, ou enfin, en tout cas un utilisateur et un agent, ou un agent et plusieurs utilisateurs, D'accord. ce qui s'appelle un focus group à distance. Donc là, vraiment, on est dans une interaction en temps réel. Lorsqu'on va faire du non modéré, l'utilisateur sera, entre guillemets, livré à lui-même dans le cadre du test. Il devra suivre un scénario qu'on aura préétabli au départ, qui va correspondre peu ou prou au guide d'entretien qu'on aurait pour des tests modérés, mais qui sera diffusé à l'utilisateur au travers d'outils qu'on a développés et qui permettent de suivre un scénario au fur et à mesure de test. D'accord. Et alors, quelle est la finalité, en fait, entre modéré et non modéré? J'imagine qu'il y a des divergences aussi. Alors, je parlerai plus de complémentarité, on va dire, dans la D'accord. méthode, que de divergence. Alors, dans le sens où tu parles de divergence, oui, il y a des différences. Clairement, quand on est dans un mode non modéré, l'utilisateur étant seul, on ne peut pas le relancer sur des choses en particulier. Donc, à un moment donné, on voit quelque chose pendant le test et on souhaite creuser un point en particulier. Ça, sur du non modéré, on ne pourra pas le faire, alors que sur du modéré, on le peut. On aura aussi, on va passer à côté de certaines micro-interactions, on va dire, d'utilisateurs ou des réactions faciales lorsqu'on est dans le cas d'un entretien modéré, on verra les expressions du visage de l'utilisateur. Dans le cadre des tests non modérés qu'on déploie principalement, on va faire une captation vidéo de l'écran de l'utilisateur et de ses commentaires vocaux. Les commentaires vocaux, déjà, vont nous apporter énormément de valeur parce qu'ils vont nous donner les réactions, les émotions des utilisateurs de façon instantanée. Et surtout, le fait d'être dans une démarche non modérée permet d'aller surtout très très vite dans la vitesse de déploiement. Ça apporte beaucoup de vélocité en fait. Ça, c'est un des gros avantages du non modéré, c'est que ça permet d'industrialiser la démarche et d'aller très vite dans la collecte. En moyenne, quand on va déployer un test chez nous, entre le moment où on veut le lancer, on va dire, on se met à travailler un peu sur le sujet et on lance, il se passe 24-48 heures pour récupérer toute la data. D'accord. Donc ça va super vite. C'est aussi le gros avantage du non modéré, c'est que ça permet d'activer une grande communauté d'utilisateurs de façon très rapide, et puis d'avoir aussi la possibilité de pouvoir solliciter des utilisateurs répartis un petit peu partout, à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. Ça, c'est aussi un des gros avantages, c'est de pouvoir aller vite et d'aller loin aussi. D'accord. Et du coup, j'imagine que pour réaliser des tests modérés, c'est plus compliqué parce que il faut réunir les gens soit en même temps, soit en face-to-face, en face-à-face, et que, je sais pas, il y a un guide d'entretien qui doit être différent également. C'est ça, exactement. Je suis en train de coordonner un test modéré, par exemple, pour un de nos clients là, et en fait, c'est vrai que forcément, on doit prévoir les disponibilités du client sur certains créneaux horaires en particulier, vérifier la disponibilité des utilisateurs sur ces moments-là, créer du matching pour que notre client et l'utilisateur puissent se rencontrer à un instant T, donc qui demande un peu plus de contraintes pour l'utilisateur final, versus un test non modéré. On va pouvoir déployer de façon beaucoup plus massive des propositions de test sur un panel d'utilisateurs qu'on aura ciblés. Hmm. C'est ça aussi, on va dire, une des forces de la solution, là, c'est qu'on a conjointement développé une communauté et des outils qui permettent de faire ces tests. D'accord. Et là, donc, du coup, par exemple, dans le cadre d'interviews modérées, il y a quelqu'un qui, tout à l'heure, tu le disais, qui était là comme modérateur. C'est quoi sa fonction ou quelle est comment il fonctionne et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et puis nous dire quelle est sa profession en fait, c'est quoi? Ouais. Alors, il y a plusieurs modes opératoires. Alors, si je refais un peu le schéma depuis le début, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, au début, TestApic, c'est un mode SaaS. Hmm. On a retiré, on est passé sur du serviciel. Donc, on a développé tout un pôle du X-Researcher chez nous, qui est vraiment le pôle historique de chez TestApic. On est monté jusqu'à un peu plus d'une dizaine d'X-Researchers en interne. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus réduit. On est sur une équipe de 6 personnes. D'accord. Et j'expliquerai tout à l'heure un petit peu pourquoi si on a le temps. Mais c'est aussi dans le sens de l'histoire de la société.
et qu'elle se développe, et puis des besoins aussi de nos clients. En fait, nos clients nous ont demandé d'avoir beaucoup plus d'autonomie dans la manière dans les passations de tests. D'accord. D'où le besoin de développer une plateforme qu'on a mise à disposition de nos clients, mais aussi sur du modéré, par exemple. Les clients ont le choix aujourd'hui entre soit réaliser eux-mêmes les entretiens avec les utilisateurs finaux, et dans ce cas-là, les métiers des clients qui vont réaliser ces tests sont plutôt soit des UX researchers, soit des UX designers, soit des product owners, des product managers aussi, D'accord. des chefs de projet digitaux, D'accord. ça peut arriver aussi, des chargés d'études. Voilà, on a des fonctions un petit peu différentes. Et quand nos clients décident de nous déléguer la passation de ces tests en interne, on a une équipe qui est aujourd'hui managée par Mathilde, qui est donc composée de 5-6 UX researchers, pardon, et leur métier est de concevoir les tests pour nos clients sur la base de leurs problématiques initiales, de concevoir les protocoles, de faire les passations dans le cas où ce sont des tests modérés, ou d'analyser les tests lorsqu'ils sont non modérés, et ensuite de restituer les résultats à nos clients. Donc, on va dire qu'on est dans une approche très clé en main, vraiment un projet géré de A à Z côté Testapic. D'accord. Et donc, comment dire, ça veut dire que dans la première offre que tu disais que les clients pouvaient réaliser directement les tests eux-mêmes, ça veut dire qu'en fait, ils utilisent juste votre panel d'utilisateurs, quoi. Exactement, D'accord. exactement. En fait, tout à fait. On va plutôt faire dans ce cas-là apporter un service, on va dire, de recrutement Hmm. sur la démarche. C'est exactement ça. D'accord. Et aujourd'hui, vos clients vous demandent quoi plus tout à l'heure, tu le disais un petit peu, vous demandent peut-être plus d'autonomie ou il y a différentes typologies de clients, Alors oui, c'est vrai que ça va dépendre un peu déjà de notre histoire et de notre passif ensemble, mais le grand pendant aujourd'hui de développement de Testapic, c'est sur notre offre en mode SaaS, en mode plateforme. Donc vraiment où on met à disposition nos outils à nos clients, on les forme, on les accompagne parce qu'ils ont besoin aussi de monter en compétence sur certaines méthodes, notamment sur les méthodes distantes dans certains cas, ou sur certaines thématiques de test. Par exemple, l'année dernière, on a lancé énormément de tests liés à des tris de cartes, à de l'UX Writing, à des nouvelles thématiques de tests qu'on n'avait pas vues jusqu'alors. Et dans ce cas-là, on va aussi, nous, accompagner nos clients. Donc, les UX researchers chez nous vont former nos clients sur ces méthodes-là, ou ça peut être aussi nos CSM qui forment nos clients pour qu'ils puissent réaliser le test eux-mêmes. C'est surtout ce qui pousse en ce moment beaucoup et ce qui drive le marché, c'est vraiment le besoin d'autonomie et de flexibilité en fait sur le déploiement. Et ça, on l'a vu avec ce qui s'est passé l'année dernière, où vraiment on a eu des clients qui ont continué à travailler malgré les différents confinements et malgré la pandémie. D'accord, ok. Et donc, pour revenir à ça, est-ce que la pandémie de la Covid a eu un impact fort chez vous? Design Plus. Oui, forcément, ça a eu un impact. Je pense que comme pour tout le monde, après, globalement, on a le distant un peu déjà dans notre ADN au départ, donc l'adaptation, elle s'est faite assez simplement chez nous. Et puis après, si on regarde plutôt côté client, on a eu deux effets, on va dire un peu contradictoires, qui se contrebalancent. Le premier, c'est forcément la, on va dire, c'est pas forcément un bon terme, mais je vais employer le time to market de la solution qui faisait que finalement, l'impossibilité de pouvoir réaliser des tests en présentiel a fait que tout le monde a dû se tourner vers des solutions distancielles. Et donc Mhm. forcément, notre outil était particulièrement adapté à ça. Et puis on a eu aussi de plus en plus, on parlait du modéré depuis tout à l'heure, on a eu aussi beaucoup de clients qui nous ont incité à nous lancer sur le modéré. Cette méthode-là, elle est disponible depuis uniquement 2020. Tu vois, chez nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on commence à croître en termes d'activité. Mais on a eu cet effet, on va dire, bénéfique d'un côté, où on était finalement une solution qui se prêtait bien à la situation actuelle. Et puis de l'autre côté, on a eu aussi des clients qui ont traversé des situations économiques difficiles. Et donc on a nous aussi dû nous adapter, faire des efforts commerciaux notamment pour pouvoir garder un certain nombre de clients, les pérenniser dans le temps, et puis se serrer les coudes, parce que c'est un peu ça aussi, je pense, qui fait qu'on entretient une bonne relation sur le long terme. C'est aussi de savoir à un moment donné s'entraider sur certains moments qui peuvent être délicats. Et on le voit, on a des clients qui de temps en temps avaient des trous d'air budgétaires ou pas de possibilité de signer de nouveaux contrats, et puis finalement
quelques mois plus tard, on continue à pérenniser la relation ensemble. Donc, ça a été un petit peu ces deux effets, si tu veux, qui se sont entremêlés l'année dernière. Mais D'accord, globalement, on a vu qu'il y avait quand même une grosse activité. Ouais. d'accord. Tout à l'heure, tu parlais effectivement des méthodes avec modéré, non modéré, en ligne, etc. Est-ce que, d'après toi, les méthodes de recherche utilisateur ont évolué, changé ou radicalement changé entre ce que vous faisiez au début en 2015 et aujourd'hui? Oui, oui, je pense, ouais, complètement. Euh, si je remonte un petit peu en arrière, si je reviens 6 ans en arrière par rapport à 2015, hein, quand on a vraiment commencé à bien développer l'activité, on ne testait quasiment que des sites en production. On D'accord. était vraiment, on arrivait un peu en mode pompier finalement après la démarche, après la bataille entre guillemets, et puis on devait un petit peu penser les plaies de certaines refontes qui avaient été faites sans test utilisateur ou sans appliquer les utilisateurs dès le départ. Et on voit que de plus en plus en fait, on a remonté la chaîne de valeur en faisant des tests. Maintenant, on a quasiment 80% de notre activité qui se fait sur des tests, sur des prototypes, sur des maquettes animées. Et D'accord. puis, depuis quelques années aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de recherche utilisateur plus exploratoire qui se met en place dans les organisations. On sent qu'il y a une vraie volonté d'intégrer les utilisateurs dès des phases très amont de la recherche où finalement, on accédait peu ou pas avant sur les premières phases de développement TestAPIC. Donc, on remonte vraiment la chaîne de valeur de plus en plus. Donc ça pour nous, c'est un vrai signe de montée en compétence et de maturité du marché. Et en même temps aussi de spécialisation, par exemple des postes d'UX Researcher pur. On en voyait assez peu avant dans les organisations. Et maintenant, on a vraiment ce type de poste qui commence à se mettre en place, à se développer. Alors, encore de façon relativement exotique, hein, avec des équipes assez restreintes. Souvent, on va dire c'est des équipes qui sont entre 1 et 5 UX researchers à peu près dans les organisations, mais on voit que ça pousse très fort. Et par exemple, l'année dernière, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait un baromètre de l'UX dans les entreprises et on a constaté que dans les organisations, il y en avait à peu près 30% qui avaient vu leur nombre de ressources liées à la recherche utilisateur qui avait augmenté même en 2020. Donc même dans D'accord. une perspective où on doit un peu serrer les budgets, ce sont des postes sur lesquels il y a eu du recrutement, il y a un marché qui est en train de se développer assez fort. Ouais. D'accord, ok. Et donc ça veut dire que quand tu dis que vous remontez très en amont, ça veut dire que Ouais. vous participez en phase projet directement avec des sociétés ou des recherches sur un produit? Alors oui, ça nous arrive. Alors en tout cas, le rôle chez nous des CSM, c'est d'accompagner nos clients et de les faire vivre dans le temps l'activité de testing, et donc aussi de les conseiller sur les bonnes idées de test, les bons sujets à tester, et puis de les éveiller à d'autres types de méthodes. Donc on va dire qu'en ça, on contribue à évangéliser le marché et à faire monter encore plus le marché en compétences qu'il n'est aujourd'hui. Mais pour le coup, quand nos clients sont vraiment en train d'utiliser la solution en mode ça, c'est eux qui mettent les mains les mains dans le Hmm. cambouis, on va dire, et qui rencontrent en direct les utilisateurs. Donc nous, on va dire qu'on sert plutôt de facilitateur sur des méthodes, des nouvelles thématiques de test, plutôt que dans une logique de passation nous-mêmes. Ouais. D'accord, ok. Donc ça veut dire que finalement, quelque part, vous avez fait évoluer votre business model depuis 2015, hein? Ouais, complètement. Où le service aujourd'hui représente, on va dire à peu près 30% de notre activité, et la plateforme SaaS maintenant un peu plus de 70%. D'accord, ok. Donc oui, ça a pas mal bougé, les lignes ont beaucoup bougé. On voit que le marché aussi depuis 2015 a fortement bougé. Si je regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on voit depuis, on va dire 2019, il y a une consolidation du marché quand même. Il y a deux gros acteurs américains qui ont fait deux levées de fonds successives, dont une première autour de 30-40 millions de dollars et la deuxième autour de 100 millions de dollars. Ils sont deux, on peut citer, ça s'appelle User Testing et User Zoom. Et donc finalement, ces sociétés, elles ont pris pas mal de place aux US, mais en même temps, elles ont aussi racheté d'autres sociétés à côté, Hmm. soit des acteurs différents sur, par exemple, l'Angleterre ou d'autres types de marchés où ils ont fait de l'acquisition organique. Et puis sinon, d'autres sociétés, on va dire, qui sont des sociétés soit de recrutement, soit aussi maintenant pas mal de data management et du X repository qui est quelque chose qui se développe de plus en plus. D'accord. Donc, on est sur une logique où le marché se concentre un peu, enfin, sur une dynamique où le marché se concentre un peu, et nous, on doit aussi s'adapter finalement
ces nouveaux leviers qui se mettent en place depuis maintenant quelques années. Ouais. D'accord. Du coup, ça veut peut-être dire que Testapic, vous auriez été peut-être contacté par des Américains ou... Alors, ils nous ont pas encore contactés. On a des échanges de temps en temps ensemble de façon très cordiale. Hein, et puis, ça nous arrive d'échanger avec eux aussi. Il y a d'autres acteurs aussi. On se connaît un peu tous hein, sur ce marché. Hmm. On va dire qu'on est à 50 000 acteurs sur le marché international. Il y en a quelques-uns quand même. Mais bon, on se connaît un peu. Et pour l'instant, on les voit pas trop arriver en France. Donc, ça nous va très bien. Exactement. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, tout à l'heure on en parlait, tu avais commencé, est-ce que tu pourrais nous dire comment les sociétés ont dû s'adapter durant la crise du Covid-19, s'il te plaît, de la Covid-19? Ouais, avec plaisir. Alors oui, forcément, il y a eu pas mal de choses qui ont bouleversé un peu forcément nos habitudes et puis nos manières de travailler. Et donc, on a pu voir que finalement, cette année 2020, ça a été l'occasion pour certains de travailler sur des sujets qui avaient été un peu mis de côté, faute de ressources disponibles. Certains projets étant arrêtés, c'était aussi l'occasion de travailler sur des sujets qui avaient été un petit peu soit mis de côté, soit des sujets un peu émergents. Alors typiquement sur les sites de retail, hein, vous l'avez tous vu, il y a eu plein de sujets qui ont tourné autour de la livraison, du web to store, des possibilités de pouvoir se faire livrer dans des délais relativement courts avec des contraintes sanitaires de plus en plus prenantes. Donc ça a été un des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. La réassurance aussi des utilisateurs pour retourner en magasin, ça a été des grands sujets de préoccupation de pas mal de nos clients. Et en interne, ils ont été obligés, eux, de s'adapter forcément à des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de travail et surtout de pouvoir aller assez vite dans la démarche, de devoir s'adapter très rapidement en fait à des nouvelles contraintes qui leur étaient imposées. Et donc les méthodes notamment de design sprint ou les méthodes qui sont agiles comme celles qu'on propose à des clients étaient particulièrement intéressantes pour eux à ce moment-là et ont permis de faire que je pense que ça a été indirectement un peu un vecteur quand même d'émancipation de l'UX dans pas mal d'organisations où on voit que finalement il y a de plus en plus de services qui touchent à l'UX. Alors on a des services du UX design, du UX research, mais le produit aussi et le marketing sont de plus en plus imprégnés par l'UX. Et par exemple, la frontière aujourd'hui dans certaines organisations entre l'UX et le marketing est un peu de plus en plus effacée, si tu veux. On a souvent des overlaps qui se font entre ces deux organisations, enfin entre ces deux BU. Et donc pour nous, c'est aussi un moyen de pouvoir proposer des alternatives de tests un peu différents. Je disais tout à l'heure que on remontait de plus en plus dans la chaîne de valeur. C'est un petit peu ça aussi la partie recherche utilisateur très exploratoire en amont. On vient un petit peu marcher sur les plates-bandes du marketing, hein, avec les études de marché en amont. D'accord, ok, d'accord. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de nouveaux outils que les entreprises avaient dû utiliser ou mettre en place chez eux. Ouais. Et est-ce que vous avez été porteur de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler, des choses comme ça? Alors oui, ça c'est arrivé dans certains cas. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que alors on n'est pas nos forces de proposition pour utiliser certains logiciels en particulier. Je parle de logiciel de conception par exemple. Hmm. On n'impose pas de logiciel particulier à nos clients, mais on a vu que certains d'entre eux se sont adaptés, ont changé en se tournant vers des outils plus collaboratifs, par exemple, tu vois, qui permettent de pouvoir travailler à plusieurs à distance sans forcément trop se marcher sur les pieds. Hmm. Et donc ça a permis de gagner un petit peu en agilité pour certaines. Et puis nous, ça nous arrive aussi de pousser certaines solutions qui sont pas des solutions qui nous concurrencent directement, mais plutôt qui nous complètent très bien. Je pense par exemple, tout à l'heure, je parlais du Tripcart, par exemple. Hmm. On utilise assez régulièrement une solution néo-zélandaise qui s'appelle Optimal Workshop, qu'on trouve très bien et qui est très adaptée à ce type de méthode et qu'on va utiliser en complément de nos outils aussi. Donc oui, ça peut nous arriver de pousser d'autres types d'outils, ouais, carrément. D'accord. Et du coup, par exemple, est-ce que vous avez eu besoin de faire évoluer vos propres outils en interne par rapport, je sais pas, à la quantité de demandes ou à l'arrivée de nouveaux acteurs ou parce que il y avait certaines choses qui étaient moins adaptées ou des choses comme ça?
Oui, alors déjà l'arrivée du modéré en 2020 pour nous ça a été un grand changement, hein. Depuis le début de l'activité, on a vu une méthode non modérée qui prenait 100% de notre activité. Aujourd'hui, ça s'est pas inversé, mais on va dire que le modéré pousse assez fort. Donc ça c'est un des premiers sujets sur lesquels on a dû forcément s'adapter. Et puis on est sur une plateforme SaaS, hein, donc nos outils évoluent constamment, notamment grâce à nos clients. Donc on leur a donné de plus en plus d'autonomie. Ça c'est sûr que c'était un des grands sujets qui nous a occupé pas mal de temps, la montée en compétence des clients, mais en même temps l'autonomie sur le déploiement de leurs tests. Je pense qu'on est allé aussi beaucoup plus loin sur la capacité à pouvoir déployer des tests internationaux aussi. Ça, c'est quelque chose qui est une demande de plus en plus forte pour des clients qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir se déplacer et en même temps qui doivent gérer des BU dans différents pays. Et donc, ça a été aussi un grand sujet sur lequel on a beaucoup bossé. Plus que les outils, on va dire, c'est un peu plus les méthodes qu'on a améliorées encore. D'accord, ok. Et là, tu dis, vous travaillez à l'étranger, c'est dans quel pays ou sur quel continent? Alors aujourd'hui, on est encore géographiquement localisé en France, mais on a de Hmm. plus en plus de demandes de clients qui ont une présence internationale. La plupart de nos tests vont se faire à l'étranger. Je parle sur l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, et puis l'Espagne et l'Italie. On va dire c'est à peu près les grandes zones sur lesquelles on a eu beaucoup de demandes. D'accord. Et donc vous êtes obligé de recréer des panels identifiés par rapport à chaque pays, j'imagine? Exactement, ouais, exactement. C'est un des grands sujets qui nous prend pas mal de temps et qui nous occupe beaucoup. Forcément, la croissance et l'expansion de panels à l'étranger, les outils aussi. Et puis, ce qui nous importe aussi, et ce qui importe pas mal à nos clients aussi, c'est de développer un réseau avec des partenaires dans les différents pays. Et pas plus tard que ce matin, j'étais encore avec une intervenante en Espagne, une X-Researcher en Espagne, avec qui j'ai échangé parce que lorsque certains clients veulent faire des tests en France et en Espagne, par exemple, il est quand même préférable de faire analyser la data espagnole par une vraie espagnole native qui pourra sentir toutes les différences culturelles qui sont liées à ce pays. Oui, oui, absolument. Ouais, ça doit être différent. Je sais pas, même entre l'Italie et la France, j'imagine que ça doit être très différent. Ouais, Et ouais. puis les horaires, même, je sais pas, par exemple, je prends l'Espagne où les gens travaillent pas du tout de la même façon. Ils travaillent beaucoup plus tôt qu'en France. Ils finissent plus tôt aussi. Mais voilà, les habitudes de consommation, d'utilisation de certains appareils changent du coup aussi. Et ça a forcément un impact, évidemment. Ouais. Exactement. D'accord. Et alors, c'est quoi les perspectives du marché de la recherche utilisateur ou des tests utilisateurs en particulier alors? Elles sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt bonnes. Écoute, nous, on voit qu'on fait quand même plusieurs années de croissance assez importante. Donc, on en est ravis. C'est super. Je pense qu'on n'est pas les seuls pour en parler avec pas mal de confrères ou avec des agences partenaires avec qui on travaille très régulièrement. Il y a une vraie demande. Il y a aussi, je pense, un peu encore une pénurie de certains profils. On parlait du researcher qui sont des profils encore très recherchés, Hmm. même comme les designers hein, d'ailleurs. On voit que on est sur un marché qui est encore pas mal en tension. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des experts de chacun de ces métiers qui se développent. Nous, on voit que la demande a une forte croissance. Hein, elle croît rapidement depuis plusieurs années. Il y a quelques études qui ont montré que le marché avait de belles perspectives devant lui. En gros, en 2019, il pesait à peu près 1,3 milliard de dollars, ce qui est à peu près vu sur certains. Alors ça dépend comment on regarde le marché global du testing, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et il devrait atteindre plus de 2 milliards d'ici quelques années. Donc en 5 ans, il va quasiment doubler. Donc on est vraiment sur un marché qui est en forte croissance. Donc ça, on va dire, j'espère que c'est une de nos forces, c'est d'être un petit peu en avance sur finalement ce trend qui est en train de prendre le marché à l'échelle mondiale. D'accord. Est-ce que pour vous, vous pensez vous développer en Europe et peut-être à l'international plus tard, ou vous adossez à une autre société? C'est des choses que vous avez déjà imaginées, j'imagine, oui, mais Oui, alors oui, c'est un peu dans le sens de l'histoire, c'est sûr. On travaille avec pas mal de sociétés qui ont une couverture en dehors de la France, et donc c'est des demandes qu'on a de plus en plus. Donc oui, je pense que ça fait sens. Et après, on a aujourd'hui différentes modalités de pouvoir nous déployer à l'étranger. Tu parlais
Tu parlais de communauté, et puis après, forcément, il faut aussi avoir une équipe locale qui permet de pouvoir adresser ces marchés. Et ça, pour l'instant, c'est en train de se structurer assez fortement, mais je peux pas trop en parler encore sur Non, non, les bien sûr. opérateurs, mais oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, soit en autonomie pour certains marchés, soit adossés à des partenaires locaux lors de certains cas, soit ça peut être des industriels aussi dans d'autres cas. Donc on est en train de structurer toute cette expansion. D'accord. Et des marchés, par exemple, très éloignés de chez nous, par exemple, je pense à la Chine ou le Japon, des choses comme ça. Alors, ouais. Est-ce que tu as des connaissances ou est-ce que vous avez imaginé ou peut-être même que vous travaillez déjà avec certains partenaires là-bas? Alors, on a quelques clients qui nous ont demandé de faire des tests, en effet, oui, en Chine. Donc, on commence à faire des tests en mandarin, par exemple. Ça nous est arrivé. D'accord? Donc là, pareil, on a assez peu de recul. Alors, désolé, je parle pas le mandarin, ou je le ferai encore moins. Moi non Et plus. donc, on doit vraiment s'appuyer sur des locaux dans ces cas-là pour trouver des bons UX researchers qui vont permettre de pouvoir interpréter la donnée convenablement. Oui, ça nous est arrivé, mais on n'a pas encore une très bonne connaissance, je pense, du marché asiatique. Je pense que c'est un des points sur lesquels on devrait pouvoir clairement s'améliorer. Sur le marché du Moyen-Orient aussi, en général, il y a quand même pas mal encore de choses à faire. Et puis le marché américain, comme je disais tout à l'heure, déjà aujourd'hui, il n'est pas saturé, mais en tout cas, il est cannibalisé par deux grands acteurs qui prennent beaucoup de place là-bas. Et puis quand on va aller sur les États-Unis, il faut beaucoup de moyens. Donc je pense que c'est pas forcément une des premières priorités qu'on aura. D'accord, ok. Mais l'UX design, tu penses que c'est des sujets qui sont de plus en plus courants ou utilisés ou entendus, je sais pas, dans des pays comme du Moyen-Orient ou asiatiques? Ouais, alors oui, tout à fait. Je pense que ça pousse assez fort. Je pense que c'est des sujets qui les intéressent fortement et sur lesquels ils veulent forcément s'améliorer. Et on n'en a pas parlé, hein, mais le continent africain aussi, il y a plein de Oui, tout à possibilités. fait. Hein. C'est un continent sur lequel les smartphones sont hyper répandus et on a un taux d'équipement mobile qui est hyper fort. Et donc, il y a énormément de choses à faire aussi sur ce marché, enfin sur cette zone géographique. Et on a plusieurs acteurs qui nous contactent pour faire des tests dans ces pays, alors soit sur l'Afrique du Nord, soit sur une partie un peu plus subsaharienne, certains pays en particulier. Mais oui, ça arrive de plus en plus. Donc c'est plein de relais de croissance comme ça que les différents acteurs recherchent sur les différents pays, ouais, sur D'accord. différentes zones Ah, locales. c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'avais lu une étude, je crois que c'était il y a 2 ans, sur l'Afrique noire où effectivement il y avait une grosse demande. Il y avait beaucoup d'utilisation de mobiles, peut-être même quasiment peut-être un peu plus qu'en Europe, mais c'était surtout sur des échanges SMS en fait, des Ouais, choses comme ça, ouais, plutôt c'est vrai. que des applications, bah, à cause tout simplement des relais où il y en avait pas beaucoup, alors que le réseau téléphonique fonctionnait très bien. C'est vrai, t'as raison. L'usage du SMS est hyper répandu là-bas et ça, c'est clairement l'usage principal, mais qui se développe de plus en plus. Et on voit que nous, on a pas mal de clients qui commencent à s'intéresser à ce marché. Donc, pour nous, c'est des signes qui font que clairement, oui, il y a du potentiel, je pense, pour développer des nouvelles méthodes là-bas, en tout cas, et de faire monter tous ces pays en compétences. Puis on voit qu'aussi, on a quand même pas mal d'agences internationales qui commencent à venir s'implanter sur certains pays du Maghreb Hmm, pour justement mettre un pied sur le sol africain et développer ces marchés. Donc, ouais, c'est quelque chose qui développe. d'accord. C'est marrant, tu parlais de SMS et on parlait des méthodes tout à l'heure, il y en a une dont j'ai pas parlé, mais par exemple, il nous arrive de tester des SMS de push marketing, tu vois, de tester des SMS commerciaux. C'est le genre de choses D'accord. sur lesquelles maintenant certains acteurs, vous avez tous reçu, je pense, Hmm, des SMS un peu enfin, commerciaux, on va dire, qui poussaient un petit peu fort à la consommation pour certains d'entre eux. Et donc certains clients maintenant s'intéressent à toutes à aussi ces types de supports de communication auprès des utilisateurs finaux, parce qu'on parle d'expérience utilisateur, mais bien sûr l'expérience utilisateur n'est pas que digitale, hein. Elle va bien au-delà, et donc proposer des tests aussi qui permettent de voir comment un SMS est structuré, comment il est reçu, quel est le niveau d'écriture qu'on doit avoir à l'intérieur, les messages à faire passer, etc. C'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. Ouais. ouais, tout ça en une ligne. C'est ça, exactement. Tu vois. Et en fait, c'est tout ça pour dire, on va sur des choses de plus en plus précises. Maintenant, aujourd'hui, je pense sur les typologies de tests et des points d'intérêt que vont avoir les différentes organisations avec, je pense, une structuration aussi beaucoup plus forte et une montée
en compétence, une expertise de certains métiers qui font qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui maintenant sur des méthodes qu'on ne voyait pas il y a encore 4-5 ans. D'accord. Et puis oui, puis je pense aussi que il y a le fait que bah, votre expertise s'est affinée, elle est devenue beaucoup plus pointue, et effectivement le marché, comme tu le disais tout à l'heure, est plus mûr qu'il y a 5 6 ans. Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr qu'il y a une vraie montée en compétence du marché. Ouais, c'est sûr. Ouais, alors ça se voit même aussi hein, au travers des formations académiques qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, qui forment à des métiers qui sont des métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Moi, je parlais de mon fils tout à l'heure en introduction. J'arrête pas de lui dire que probablement le métier qu'il fera plus tard n'existe peut-être pas encore. C'est un petit peu ça aussi. Le métier du X est peut-être pratiqué différemment ou pas forcément avec autant d'expertise qu'aujourd'hui. Et peut-être que demain, il aura des expertises encore différentes. Donc, D'accord. j'ai hâte de voir tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et à découvrir. D'accord. Tu parlais des études, je voudrais faire une aparté et te poser une question. Je voudrais savoir ce que tu penses des formations en UX design qui sont délivrées dans les écoles aujourd'hui ou sur certaines plateformes. Ou, est-ce que tu as un avis dessus, s'il te plaît? Design Plus. Alors, je les connais pas toutes, donc Hmm. je ne sais pas si je vais pouvoir faire une appréciation globale de certaines d'entre elles. Ce qu'on voit, c'est que nous, par exemple, on a des UX researchers qui font partie de Testapi qui viennent intervenir dans certaines formations. Donc, et d'ailleurs, pas forcément des formations qui sont uniquement spécialisées dans l'UX, mais par exemple des formations plus techniques qui vont former des développeurs front-end pour les Hmm. sensibiliser justement à l'expérience utilisateur ou des formations plus de marketing digital pour les sensibiliser à ces sujets. Donc, sur les formations purement UX, ce que je peux en dire, c'est que je vois certains candidats qui en sortent et qui ont des connaissances académiques relativement bonnes, mais qui je pense, pourraient gagner en pragmatisme, tu vois, en aspect Hmm. plus opérationnel. Et par exemple, des formations en alternance avec un pied déjà dans certaines entreprises permettent de faire ça, je pense. Et je suis pas certain, par contre, que toutes les formations préparent aussi bien à la recherche qu'au design. Si je devais Hmm. faire le parallèle entre les deux, je pense qu'il y a encore une forte dominante design dans la plupart de ces écoles. D'accord, ok. Et oui, effectivement, j'ai l'impression aussi que la dominante recherche n'est pas encore acquise par les écoles ou les formations. En tout cas, j'ai pas encore vu une école qui donnait cette part belle, on va dire, à la recherche. Hmm. C'est peut-être aussi lié aux enseignants, aux intervenants, qui doivent eux aussi forcément être compétents dans tous ces domaines, parce qu'il y a de plus en plus de domaines, de plus en plus d'expertise, donc ça nécessite d'avoir des intervenants qui sont de plus en plus pointus aussi sur plein de domaines. Mais je pense que ça va être un peu le sens de l'histoire aussi, c'est de diversifier un peu justement ces différents modules que les élèves peuvent voir. Sébastien, qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui, s'il te plaît? L'expérience de Testapic, tu veux Oui, dire, cette création? l'expérience Testapic, oui, pardon. Écoute, c'est une expérience entrepreneuriale. Donc déjà, c'est un saut dans le vide quand on se lance. C'est une vraie expérience de vie. Ça fait 10 ans maintenant. Je viens de fêter mes 40 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est un quart de ma vie dans lequel j'ai donné beaucoup d'énergie. C'est clairement aujourd'hui, je pense, une fierté quand on voit le taux de réussite des sociétés qui durent une dizaine d'années. Il y en a relativement peu, donc je pense qu'on est assez content de ça. Et pour autant, on reste assez humble parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je retiens surtout de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment l'impression d'être utile. On est vraiment en relation tous les jours avec des clients qui nous font le retour sur le bien fondé de ce qu'on propose comme type de service. Et ça sert surtout en fait à nos clients, mais surtout aux utilisateurs finaux. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aussi, c'est d'améliorer le web au quotidien, de permettre au web de proposer une expérience qui soit plus riche et plus positive pour les utilisateurs. Donc ça, c'est ce qui nous drive un peu tous les jours aussi, de rendre le web un petit peu meilleur, en tout cas d'y mettre notre brique, et puis d'essayer d'améliorer, de proposer des solutions qui sont de plus en plus en phase avec les besoins des utilisateurs. D'accord. Tu parlais d'entrepreneuriat. Est-ce que, j'imagine que tu vas me répondre oui, mais est-ce que vous avez tous les trois douté de l'avenir de Testapic à un moment donné, ou vous avez eu des sueurs froides ou... Ah ouais, alors je pense que
Je pense que les sueurs froides, les craintes, c'est le lot de tout entrepreneur. Oui, tout à Parce qu'un fait. entrepreneur qui a jamais eu ce type de doute a peut-être un bel ego déjà, mais c'est forcément il y a des moments où tous les signaux nous poussent à aller de l'avant, et puis d'autres moments donnés où il faut savoir aussi faire le dos rond. Je pense que l'année dernière a été un des moments où on s'est aussi beaucoup questionné. Nous, on regardait, on avait une visibilité à beaucoup plus court terme qu'avant, mais comme toutes les organisations. Finalement, on se rend compte que on a passé les différentes vagues avec on n'a pas surfé dessus non plus, mais disons que globalement, ça n'est pas trop mal sorti. On fait partie de ces sociétés qui n'ont pas à se plaindre. Et donc, malgré, on va dire, les sueurs froides qu'on a pu avoir par le passé, on regarde l'avenir avec, quand même, on va dire, de la sérénité, ouais. En tout cas, de l'enthousiasme. D'accord, très bien. Une autre question, c'est quelles erreurs as-tu fait, s'il te plaît, sur les dernières années ou sur des points peut-être marquants, s'il te plaît? Alors ouais, on fait forcément des erreurs. Forcément des erreurs. Déjà, la première chose, c'est de savoir les reconnaître. Ça, c'est un point, un point assez important. Je pense qu'au début, quand on a un peu le nez dans le guidon, on les regarde pas toujours, les erreurs. C'est peut-être une erreur qu'on a faite d'ailleurs. C'est pas forcément toujours se regarder bien en face, spécialement au tout départ de la création de Testapic, je pense, et de prendre un peu du recul par rapport aux événements qui s'enchaînent. Je pense que quand on crée sa boîte, on est un peu le nez dans le guidon, et donc ça reprend un peu de hauteur au début. C'est pas forcément toujours simple, principalement pour des questions de temps, je pense. Et puis quand on commence à créer la société, on était 4 au départ, fondateurs, on est encore 3 aujourd'hui. Je parlais de Nicolas et Rodolphe tout à l'heure. Quand on doit manager une équipe avec une équipe qui grossit, mais qu'au début on gère beaucoup en direct, la relation forcément entre des collaborateurs et des fondateurs, elle n'est pas toujours simple. Il y a un niveau d'exigence qui est assez fort. Et donc ça a été un des points sur lesquels on a dû nous aussi beaucoup travailler sur nous-mêmes. Et puis ça s'est facilité après forcément quand la société a grossi avec du management intermédiaire qui s'est mis en place. Et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on a dû beaucoup travailler, trouver les bonnes compétences et surtout les bons recrutements. Et ça, je pense qu'on a fait un gros gap en avant là depuis quelques années. On est super fiers de l'équipe. On a toujours été fiers d'une bonne partie de l'équipe qui était présente, mais là spécialement on est vraiment sur une super dynamique avec des gens qui sont très impliqués, très engagés. Donc on en est vraiment ravis. Et je dirais que peut-être l'autre sujet, c'est peut-être pas forcément d'avoir tout de suite misé sur la partie tech dans la société, ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, mais au début, comme je disais tout à l'heure, on avait une approche qui était plus servicielle, donc on avait moins misé sur la techno, et les profils tech qu'on embauchait étaient peut-être pas aussi pointus que ceux qu'on prend aujourd'hui, et on est beaucoup plus regardant sur tous les profils qu'on recrute. Quand on commence, on n'a pas trop de budget, donc on fait un peu avec les moyens du bord pour commencer, on va dire. Et puis maintenant, on fait vraiment très attention à tous les collaborateurs qu'on embauche. D'accord. Quand tu dis ne pas avoir misé sur la tech, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue d'aujourd'hui, vous auriez dû miser mieux et plus tôt sur la tech, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. En fait, l'équipe tech, quand on a créé la société, était pas mal constituée de stagiaires, pour être honnête, des stagiaires et des alternants. Et on se rend compte avec le temps que finalement, on a hérité à un moment donné de certains reliquats. Alors, je dis pas qu'ils ont mal travaillé, c'est pas du tout le sujet. Je pense que tous les collaborateurs qui ont travaillé, contribué à la plateforme ont bien travaillé, mais on va dire qu'on a pu monter réellement sur certaines stacks techniques depuis quelques années, avec des gens qui sont de plus en plus affûtés sur ce qu'on fait. On a structuré, on a beaucoup développé l'équipe technique aussi depuis quelques années. Et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels je pense qu'on aurait peut-être pu miser plus rapidement. Puis on sait très bien, les développeurs, c'est des denrées rares. Et donc il faut qu'on aurait peut-être pu miser plus rapidement sur ces métiers et ces profils. D'accord, ok. Au fait, est-ce que parmi les fondateurs, il y a quelqu'un qui avait un background design ou UX design? Oui, alors Rodolphe, nos associés qui est le responsable UX, lui avait un background plus tourné autour de l'expérience utilisateur. Et en fait, dans les fondateurs, on va dire que là, on
est assez complémentaire dans notre approche. Donc Rodolphe qui est très orienté UX, moi qui on va dire est plus orienté gestion de projet et puis développement de toute la partie méthode et process. Et puis Nicolas, mon autre associé, qui lui a plus le volet commercial et financier. Donc on a essayé de trouver une équipe pluridisciplinaire qui matchait bien en termes de compétences. D'accord. Et alors, le pendant de cette question, c'est de quelle réussite es-tu fier, s'il te plaît? Si je reprends le parallèle que je disais tout à l'heure, peut-être l'évolution des ressources humaines qu'on a beaucoup développé en interne, et puis le fait que la société se développe avec la création de nouveaux postes. On a pu permettre des évolutions de carrière et de métier avec des personnes qui nous accompagnent depuis maintenant plusieurs années, dont on est très content. C'est une petite famille, hein, Testapic. Comme je disais tout à l'heure, on a un peu plus d'une quarantaine. Il y a des liens assez forts en fait dans l'organisation, et donc on essaye vraiment de proposer des développements personnels qui sont en phase avec les attentes de chacun. Alors c'est pas toujours possible, bien sûr, hein, entre les aspirations de chacun et puis les besoins sur certains postes clés, mais on essaie au maximum de faire ça. Et il y a quelques superbes réussites avec des personnes qui ont développé des compétences en interne sur des métiers sur lesquels elles n'étaient pas formées au départ, des métiers de PO, de formation notamment, de suivi de clients qui n'était pas forcément la partie la dominante principale de ces personnes. Donc on est vraiment très content. Le fait d'avoir misé aussi sur des managers jeunes qui aujourd'hui sont vraiment hyper importants et essentiels dans l'organisation. Et puis peut-être le dernier point sur les réussites, je pense, c'est d'avoir toujours gardé un focus sur la satisfaction client. Ça a toujours été chez nous un leitmotiv, de jamais laisser un client insatisfait. Alors, ça arrive assez rarement, très très rarement même. On essaie de l'utiliser au mieux, forcément comme tout le monde. Mais si on sent qu'il y a certaines réserves chez certains clients, on va tout de suite essayer de les lever. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, qui fait la réussite dans le temps, quoi. C'est d'essayer de garder un maximum de confiance entre les clients, nous, et puis notre produit. D'accord. Tu parlais de RH à l'instant, ça veut dire que vous avez des programmes de formation en interne, les gens montent vite en compétences? Alors oui, on a des programmes de formation lorsque les gens arrivent chez nous, alors selon les différents métiers, spécialement Bien sur sûr, la ouais. partie research où les gens se forment un peu plus à la méthodo. Ça, c'est des programmes qui sont on est un peu rodés aujourd'hui chez nous. Puis même sur certains métiers de suivi client, forcément, on a besoin de faire monter les gens compétents sur notre méthode. Mais c'est un des sujets sur lesquels, oui, on peut encore forcément s'améliorer encore plus, je pense, d'ici quelques années. Ouais. D'accord, ok. Et d'ailleurs, est-ce que en externe, vous proposez des formations? Alors oui, on fait des formations aussi. Alors soit comme je disais tout à l'heure auprès de certaines écoles, on intervient dans certaines écoles sur des formations souvent relativement courtes, hein, de quelques journées. On vient apporter un regard sur la partie test utilisateur, mais aussi, alors déjà on forme nos clients sur la méthodo, et puis en externe, on forme de plus en plus aussi des partenaires, des agences et puis des freelances. J'organise à titre perso des formations à peu près tous les 2 mois qui sont des formations gratuites sur lesquelles je vous inviterai à regarder sur mon LinkedIn lorsque je publie des propositions de formation comme ça, où pendant une demi-journée, on fait monter des freelances en compétences sur Testapic, la méthode de test utilisateur distant, et on propose à certaines personnes de se faire certifier, si elles le souhaitent, aussi sur des premiers niveaux de connaissance de ces méthodes, qui D'accord, sont de plus en plus reconnues et appréciées par beaucoup de monde sur le marché. d'accord, très bien. Donc pour terminer, dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi? Aucune autre. Aucune autre. Je Non, m'en doutais aucune un autre. petit peu. Aucune autre, forcément. Aujourd'hui, c'est un peu notre bébé, et puis on est très content de ce qu'on fait. Donc, je ressens pas le besoin d'aller voir ailleurs, parce que j'en suis très content. Non, ma réponse c'est celle-ci. D'accord. Et donc tu vas me dire que tu n'es pas designer, mais qu'est-ce qui toi te différencie entre guillemets d'un autre designer ou d'une vision peut-être design ou Bonne question. Alors oui, en effet, je suis pas un designer. Ça c'est sûr, c'est pas moi qui vais refaire intégralement des parcours et des épiques. Pour le coup, ce qui peut me différencier, je dirais, c'est peut-être mon expérience. Ça fait 10 ans qu'on fait du test utilisateur, donc des tests, on en a vu passer pas mal, on en a construit beaucoup, on en a analysé beaucoup, donc on a quand même pu capitaliser sur un certain nombre de connaissances aujourd'hui en UX. On n'avait pas il y a 10 ans, ça c'est sûr. Donc la montée en compétences.
l'expérience qu'on peut avoir. Et puis peut-être aussi une partie de bras de caractère qui sont le côté un peu pragmatique que j'ai gardé depuis mon école d'ingé, et puis le côté entrepreneur un peu fonceur aussi, qui vont bien de pair. D'accord. L'avant-dernière question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans ou les tests utilisateurs dans une dizaine d'années, s'il te plaît? Alors, c'est un marché qui bouge beaucoup, comme je disais tout à l'heure, il est en croissance. Je pense qu'il y a toujours des verticaux un peu de ce métier qui n'ont pas été beaucoup attaqués, entre guillemets, enfin, même beaucoup été structurés. Il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, on connaît les clients mystères aujourd'hui qui se déplacent en magasin et qui vont mesurer un peu soit des aspects plutôt RH, soit des aspects, j'en sais rien, d'organisation, de mise en rayon sur des facettes plus commerciales ou marketing. Et tous ces aspects, en fait, on va dire, digital, qui font le pendant entre du physique et du réel palpable, enfin du digital pardon et du réel, font que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. L'aspect omnicanal aussi a encore été un peu sous-évalué et pas suffisamment approfondi. Donc ça, je pense que c'est un grand sujet sur lequel il y a beaucoup de choses encore à faire. D'accord. La VR aussi. Pour être honnête, aujourd'hui, on fait pas de tests sur la VR. On n'a jamais eu l'occasion, on n'a pas eu de demande. C'est un des sujets sur lesquels on pourrait avoir des sujets, à mon avis, qui vont arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui des tests de VR, mais c'est pas des sujets qu'on adresse nous-mêmes directement. Je pense aussi qu'il y a de plus en plus à avoir on va dire de clusterisation de certaines communautés d'utilisateurs qui vont se former. On voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui se lancent aussi pour créer des micro-panels, des plus petits panels. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui peut se développer avec des services un peu différents de recrutement, un peu à la carte, en fonction de certaines contraintes ou certains métiers, par exemple. Tu vois, dans le B2B, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc ça, c'est des sujets. Et puis, je pense que ce qui va permettre d'évoluer, c'est la complémentarité un peu dans les différents outils qui vont être utilisés, les process qui sont utilisés en interne, pour vraiment créer du lien entre justement cette communauté, de la data, comment l'organiser, comment la structurer, et puis comment véhiculer de l'information intelligemment après en interne pour véhiculer sur ce qui a été, enfin pour communiquer sur ce qui a été appris. Je pense qu'il y a un grand sujet aussi encore en UX, c'est la communication en interne, c'est le fait de pouvoir montrer parfois le retour sur investissement, mais en tout cas au moins la plus-value de la démarche qui a été faite. C'est souvent un peu peut-être dans certains cas le parent pauvre, on va dire, de certaines équipes UX qui ont du mal à justifier de certaines actions réalisées. Et ça c'est un des aspects sur lesquels on essaie vraiment nous de mettre l'accent, c'est de montrer, de démontrer plutôt la plus-value de ce qu'on fait. Ouais. Et puis à l'instant, tu parlais aussi sur les outils de design, et effectivement, ça pourrait être carrément intéressant d'avoir votre produit, par exemple, qui soit intégré dans un outil de design ou comme ça, Exactement, ouais, tout à fait. ça pourrait être intéressant. C'est ce que font certains acteurs américains qui ont déjà bien senti le filon arriver et qui sont déjà associés avec certaines sociétés certains logiciels de conception. Donc ouais, c'est un peu le sens de l'histoire. En effet, tu l'as bien senti, c'est créer la complémentarité entre les outils. Ça fait sens. D'accord, ok, très bien. La dernière question, c'est quel épisode de Design Plus as-tu bien aimé et pourquoi, s'il te plaît? Alors, celui que j'ai bien aimé, c'est celui où tu parlais des soft skills pour Oui, être un meilleur designer. Je pense que tu dois t'en rappeler. oui, tout à fait. Il y avait plusieurs qualités que tu mettais en avant. Et en fait, ce qui m'avait intéressé dans l'épisode en particulier, c'est que tu t'étais intéressé aux soft skills. Hmm. Alors que souvent, on s'intéresse plutôt aux hard, c'est-à-dire on regarde un petit peu finalement le background de certaines personnes, dans le background un peu structurel et mesurable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les différentes compétences dont on a besoin aujourd'hui, qui sont souvent d'ailleurs plus difficiles à trouver. Tout à l'heure, je parlais un peu de famille ici et dans les relations qu'on peut entretenir avec tous les collaborateurs. La notion de confiance, elle est super importante chez nous aussi. La bienveillance, l'empathie, forcément, sont des sujets sur lesquels on fait beaucoup attention. Et moi, ce qui m'avait plu, c'est que tu mettes en avant ces aspects-là plutôt que des aspects un peu plus terre à terre, on va dire, du métier sur lesquels on s'intéresse un peu souvent. Moi, je vois qu'il y a beaucoup parfois la course, par exemple, à la certification sur certaines méthodes. Oui, ok, très bien, c'est un label qui est intéressant, mais finalement, ça ne
n'explique pas, ça ne met pas la lumière sur l'ensemble de toutes les compétences d'une personne. D'accord. C'est quelque chose que vous avez, les soft skills, c'est quelque chose que vous avez intégré Dans le recrutement, ouais. dans le recrutement? Ouais, dans le recrutement, exactement. Ouais. On a aujourd'hui maintenant aussi une grille de lecture sur la partie soft skills. Ouais. D'accord, ok, mais c'est intéressant. Et donc maintenant, c'est le moment de conclure, donc je voudrais te laisser le mot de la fin, Sébastien. Écoute, merci pour cette heure passée ensemble. Je pense que j'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en échangeant avec toi. J'ai vraiment apprécié ça. Et puis, si je devais garder un dernier mot pour la fin, je dirais qu'il faut garder à l'esprit qu'on ne sait jamais rien. Je crois que c'est Socrate qui a dit ça, un truc comme ça. Spécialement des utilisateurs, je pense qu'on ne sait pas grand-chose d'eux. Donc continuons à justement tester, à essayer de récupérer des informations pertinentes sur les utilisateurs pour toujours faire des produits qui vont répondre à leurs besoins et leurs attentes. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, c'était vraiment très sympa aussi de passer cette heure avec toi. Et donc, je te dis à très bientôt et merci encore Sébastien. Merci Laurent, à très bientôt. Au revoir. Merci à tous et donc c'est la fin de cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!